Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 juillet 2026, premier samedi du mois de juillet, et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous. Vous avez dû le constater, l'information est extrêmement abondante. En ce qui concerne le Congo, nous avons suivi ces derniers temps le programme d'action du gouvernement. Nous avons suivi ces derniers temps le compte rendu d'une réunion du Conseil des ministres qui a dû travailler sur une loi rectificative des finances. Nous avons également suivi l'interview que le Premier ministre a accordée à Télésud, qui mérite certainement de notes. Donc, il y a beaucoup de choses et il faut donc une certaine sélection pour que nous puissions avancer. Alors, pour commencer, nous allons donner, comme d'habitude, quelques informations, quelques préoccupations. Et la première préoccupation, c'est que nous avons une pensée particulière pour le jeune leader d'opinion, Fred et Jonas Makita, qui, vous savez, avait eu des mêlées au niveau de Pointe-Noire, a été arrêté, transféré à Dolisie. Il semble que ça n'a pas marché. Il fallait le transférer à Ouesso. Et maintenant, plus rien ne bouge. Il semble que parfois, il n'y a pas les preuves de dénonciation calomnieuse. Parfois, les, les, les institutions ou les autorités n'ont pas pu donner l'accès à ce que la plainte soit portée contre lui. Mais aujourd'hui, il est à Ouesso et il est comme bloqué. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice? Je crois que la justice doit prendre ses responsabilités, résoudre ce problème. Nous sommes au Congo, que ce soit à Ouesso, à Pointe-Noire, à Dolisie ou quoi, je crois que ce problème peut être bien résolu. Maintenant, s'il n'y a pas de voie d'issue, ou si tout le monde se déclare incompétent comme cela semble apparaître, je crois qu'il faut prendre la décision de les libérer. Il faut les libérer sans aucun autre motif, les libérer puis de le faire rentrer chez lui. Parce que c'est une situation, à notre avis, qui commence à être difficile pour lui, pour sa famille, pour ses proches et pour eux, les compatriotes qui suivent de près tous ces problèmes. Maintenant, au-delà de cette information de Fred, nous allons passer à la deuxième information. Nous avons choisi de nous pencher sur le compte rendu du Conseil des ministres qui a eu lieu tout dernièrement. Et dans ce compte rendu, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un aspect très intéressant. Je ne dis pas que les autres aspects ne sont pas intéressants pour nous. C'est ce problème relatif à la loi des finances rectificatives pour l'année 2026. Évidemment, nous l'avons pressenti parce que lorsqu'on avait vu la réunion au niveau des hydrocarbures, où on avait fixé la moyenne trimestrielle des hydrocarbures du Congo à près de 79 dollars américains, avec un différentiel de près de moins 3,7 dollars, mais nous avions pensé, nous avons dit déjà à l'époque que notre budget de l'année 2026 avait été adopté avec une hypothèse du cours du baril à 60,3 dollars. Et par la suite, avec les événements qui se sont passés au Moyen-Orient, on a vu que le pétrole a caracolé, il a même parfois dépassé les 100 dollars. Je crois que on a pu constater déjà par rapport aux données que l'on a pu regarder sur l'Internet que la moyenne des prix du baril du pétrole au deuxième trimestre a été autour de 100 dollars pour le Brent et de 90 dollars pour le WTI. Ce qui fait que vraiment, nous pensions, nous savions que ça allait arriver. Mais si on peut se permettre de rappeler les hypothèses sur lesquelles ce budget 2026 avait été élaboré, je vous rappelle que c'était sur une hypothèse de la production pétrolière à 105 millions de barils de pétrole. C'était à un prix du baril autour de 60,3 dollars. Et ensuite, il y avait le taux de change dollar franc CFA autour de 501 dollars pour 550 francs CFA. Bon, on avait parlé pratiquement d'une inflation autour de 3%, d'un taux de croissance de 3,6%, mais le taux de croissance, je n'aime pas beaucoup insister là-dessus parce on l'insiste alors que, on insiste dessus alors que la situation
des Congolais ne fait qu'empirer et que les conditions de vie se dégradent de jour en jour. Mais enfin, c'est cette hypothèse qui a été posée, mais ces hypothèses qui avaient été posées. Et maintenant, avec la nouvelle évolution, je crois que les gouvernants pensaient utile d'aller vers une hypothèse de 67 dollars le baril. Ils ont gardé à peu près le même niveau de la production pétrolière. Ils ont estimé que l'inflation allait descendre de 3% à 2,7%, mais ça encore, il faut vérifier au niveau du panier de la ménagère. Bref, il y a toutes ces informations qui font que on a examiné le budget. Mais la remarque que nous faisons, c'est on dit que les objectifs sont restés les mêmes, etc. Et nous nous battons pour que ces choses changent. Pourquoi nous voulons que ces choses changent? Parce qu'on parle de l'amélioration des recettes fiscales, on parle de la rationalisation de la dépense, etc. Et nous ne comprenons pas pourquoi les gouvernants congolais n'arrivent pas à parler d'un certain nombre de choses, comme la réduction du train de vie de l'État. Et on l'a évoqué assez souvent parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que les Congolais souffrent, les retraités, les travailleurs de plusieurs structures, et on n'arrive pas à parler de la réduction du train de vie de l'État. On n'arrive pas à parler de la lutte contre la corruption, la fraude, la concussion, les détournements des deniers publics. Et les Congolais savent que les dossiers sont extrêmement nombreux. Alors, on cherche les niches. Souvent, le secteur privé se plaint des nombreux contrôles, etc., qui sont faits dans ces structures, alors que nous avons plusieurs niches parmi lesquelles déjà nous n'avons pas cessé d'insister. Évidemment, les dossiers, la corruption, les Figa Gate, les Trésor Gate, y compris même les dossiers comme c'est des Panama Papers, puisqu'il n'y a pas longtemps, je crois que les téléspectateurs ont dû voir qu'on a essayé, enfin moi j'ai essayé de ma part d'évoquer un peu la question au niveau de la caisse des retraites et des fonctionnaires sous un certain angle, notamment l'angle du respect des textes. Je crois qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui ont attaqué les problèmes. Mais ça veut dire qu'il y a des niches. Alors, on ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il y a cette vision comme celle qui permet de parler de la loi des finances rectificatives pour l'année 2026, on ne parle pas de ça, on reste un peu silencieux, etc. Non, je crois que les Congolais souffrent et les gouvernants doivent intérioriser cela et je crois qu'il faut qu'on avance. Maintenant, par rapport au travail qui a été fait, je ne vais plus revenir. Donc, il semble qu'on va aller vers un budget qui aura des recettes de l'ordre de 2778 milliards de francs CFA contre 2550 milliards de francs CFA en recettes et 2561 milliards en dépenses contre 320 milliards en dépenses. Donc, on a une situation. Mais au moins aujourd'hui, comme nous le pensions et comme nous l'avons dit au cours d'une émission Grand Angle, nous constatons qu'il y a pratiquement une hausse de 228 euh, milliards de dollars qui devrait, à notre avis, servir, même si les détails n'ont pas été donnés au cours de ce Conseil des ministres, qui devrait servir à résoudre un certain nombre de problèmes pour régler et essayer d'apporter un soulagement à ces Congolais dans les structures. Je pense à l'université, je pense aux hôpitaux, je pense aux retraités, puisque j'en suis un, etc. Et je suppose que les choses vont essayer d'évoluer. Donc, voilà un peu euh, le commentaire que nous faisons sur ça. Nous attendons, mais nous allons continuer à faire un commentaire toujours et que nous allons continuer à suivre ce problème. Maintenant, un autre aspect que nous allons aborder, toujours lié à ce problème, c'est cette loi de finances rectificative et la situation des retraités. Je parle de la situation des retraités parce que nous sommes aujourd'hui le 4 juillet et vous savez que la pension de janvier 2026 a été payée pratiquement autour du 22 mai 2026. Et nous venons de boucler le premier semestre, puisqu'on a dépassé le 30 juin, on vient de dépasser le premier semestre, pour constater que pendant un semestre, les retraités n'ont touché qu'un seul mois de pension. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement préoccupant. Assez souvent, les gens parlent, notamment dans le milieu des retraités,
de tout faire pour qu'on paye la pension concomitamment avec les salaires. Moi, je ne partage pas cette vision. On doit tout faire pour payer les pensions à la fin de chaque mois, à la fin de chaque mois. Je sais que le montant qui a été prévu au titre des cotisations sociales, et nous allons y revenir, c'est tourné pour autour de cette année, autour de 50 milliards. Et si on prend d'après ce qu'on dit, puisque là aussi, malgré tout ce qu'on vend sur la digitalisation au niveau de la CREF, mais on n'a pas toutes les informations voulues. Quelles sont les sommes qui sont virées du Trésor à la CREF pour payer les pensions? Est-ce que ça sert effectivement à payer les pensions? Est-ce qu'il y a des rétentions? Est-ce qu'il y a des mécanismes, soit de fraude, de concussion, de temps qui font que les retraités ne soient pas bien payés ou que les sommes, parce qu'il y a toujours sur les réseaux sociaux un certain nombre d'informations qui circulent. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut que nous revenons à ce problème des retraités pour que l'on aborde de la manière la plus sincère et la plus franche. Nous avons déjà évoqué l'aspect des textes, notamment avec le fait que toute augmentation du traitement devrait entraîner automatiquement la revalorisation de la pension ou de la rente dans la même proportion. Ce qui ne se fait pas encore puisque on a dit qu'on a constaté que les nombreux différentiels qui ont commencé depuis 2011 n'ont pas permis qu'on puisse avancer et qu'on puisse payer la pension à sa juste valeur. Ce n'est véritablement pas normal. Mais le faisant, nous revenons à ce que nous avons évoqué. Je dirais qu'il y a comme une jurisprudence Roger Rigobert Andeli qui s'est faite en 2022, parce que nous vous avons dit qu'à l'époque, la masse prévue par le budget de l'État ne permettait que, dans le budget initial, ne permettait que de payer 4 mois de pension. Et dans la loi rectificative 2022, ben, M. Andeli s'était battu en tant que ministre des Finances de faire apparaître une ligne complément de retraite qui était de l'ordre de 96 milliards. Et ça avait permis que tout au long de l'année 2022, ben, on ait la possibilité. On n'a pas eu de retard, les pensions ont été payées chaque mois. Donc, il faut que pour l'année 2026, avec la loi de finances rectificative qui vient d'avoir lieu, ben, que les dispositions soient prises. Parce qu'on n'a payé jusqu'à présent qu'un seul mois de pension au titre de l'année 2026. Et je crois qu'il faut que les gouvernants acceptent de reconnaître qu'ils ont choisi de faire souffrir les retraités. Parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal que on ait payé les salaires déjà du mois de juin sans que les pensions de février ne soient payées. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand on parle des retraités, il s'agit des gens non seulement qui ont rendu des loyaux et bons services, mais qui ont cotisé, donc qui ont une garantie et qui devaient être prioritaires. C'est comme si au niveau des gouvernants, il y a comme un noyau, ou sinon ils ont pris la décision que dans le noyau prioritaire, des dépenses prioritaires relatives aux pensions et aux salaires, etc., mais la situation des retraités est rejetée au calendrier. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Et c'est inacceptable. Alors c'est pour ça que nous pensons que cette loi de finances rectificative doit permettre, à notre avis, de faire apparaître ce complément de retraite, de faire en sorte que tous les mois, à partir de février, puisque janvier a déjà été payé, qu'il y ait comme un rappel qui soit fait et que pour le reste de l'année 2026, que les retraités ne connaissent pas du tout de retard de pension. Ça, je crois qu'il faut que ça soit bien indiqué. Nous en profitons également au moment où nous avons vu la ministre chargée de la Sécurité sociale demander les cahiers de charges au syndicat des retraités, mais nous souhaitons que la ministre en charge de la Sécurité sociale prenne des dispositions dès à présent pour que, à la CREF, le directeur général élabore le budget de la CREF qui sera présenté à son ministre de tutelle en vue de la présentation au niveau du Conseil des ministres pour la discussion au niveau du budget d'État, parce que nous vous avons évoqué, au-delà de l'article 9 que j'ai déjà, l'article 58 que j'ai évoqué l'article 9, je crois, de la loi 87-447, qui fait apparaître clairement que le directeur général du budget de la CREF doit élaborer un budget. Ce budget doit être présenté au
au Conseil des ministres, qui doit l'adopter et qui doit tout mettre en œuvre pour l'équilibrer. Ça veut dire que logiquement, à partir du 1er janvier 2027, les retraités ne devraient plus avoir des problèmes de retard de pension. Maintenant, le problème sera de savoir à quelle valeur cette pension devra être payée. Et là aussi, c'est une indication. Je crois qu'il faut prendre l'option qu'à partir du 1er janvier, ben, qu'on se bête, qu'on mette tout en œuvre pour que la pension soit payée à la valeur du point d'indice, à la valeur du point d'indice 300 pour tout le monde et que en 2027, on ne connaisse véritablement aucun retard. Et je crois que c'est une bonne chose que nous sommes en train de nous battre. Alors, c'est pour ça que lorsque nous avons proposé les pistes pour qu'on cherche, je rappelle toujours, il y a ces 9 milliards qui ont été détournés au titre des pensions de novembre et de décembre 2016. Nous n'avons pas oublié ce dossier. Et nous savons que ce dossier a la justice. La justice ne le traite pas. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitent certainement que les retraités soient en difficulté. Mais les gouvernants doivent tout mettre en œuvre pour que ce dossier puisse ressortir et que ça puisse avancer. Maintenant, il y a d'autres dossiers. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus et de faire en sorte que nous allions de là. Donc, voilà un peu ce qu'est notre préoccupation en ce qui concerne ça. Je souhaite que les syndicats des retraités doivent tout mettre en œuvre pour qu'ils prennent en compte nos desiderata et que l'on puisse avancer pour améliorer le sort des retraités et sortir de la situation de précarité dans laquelle on a plongé les retraités aujourd'hui. Donc voilà un peu en ce qui concerne les informations. Maintenant, au-delà des informations, je vais venir à la thématique principale. La thématique principale est plus ou moins liée au programme d'action du gouvernement parce que nous avons eu beaucoup d'interrogations. Nous avons essayé de commencer par, à travers la dernière émission Grand Angle, de commencer à aborder les problèmes, mais nous allons continuer à les aborder aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que lorsque nous avons vu cette note d'information du bureau de l'Assemblée qui convoquait les députés à une séance plénière pour suivre le programme d'action du gouvernement le 22 juin, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Dans ce pays, veut-on respecter les textes, oui ou non? On a changé la Constitution, soi-disant, pour faire évoluer les institutions. Est-ce qu'on a changé la Constitution pour ouvrir la voie et offrir aux gouvernants la possibilité de violer les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution, sans raison, etc. Ce n'était pas, je suppose que ce n'était pas l'objectif, encore qu'on peut revenir sur ce débat, sur le changement de Constitution. Alors, lorsque nous avons vu non seulement la note de l'Assemblée, mais lorsque nous avons vu la note introductive du Premier ministre qui a commencé par parler de l'article 103, nous avons commencé à nous poser beaucoup de questions. Parce que l'article 103 dit, à son entrée en fonction, le Premier ministre se présente devant l'Assemblée nationale, je crois, devant l'Assemblée nationale, le programme d'action du gouvernement. Mais au Congo, le Premier ministre a pris ses fonctions quand? Quand nous essayons de regarder ce qui s'est passé, le Premier ministre congolais a démissionné le 17 avril. Sa démission a été acceptée. Il a été reconduit le 23. Et du 27 au 29, les passations de services entre les nouveaux ministres ont eu lieu. Ça suppose que les ministres ont été installés et ils sont rentrés en fonction. Ça suppose que le Premier ministre était déjà rentré en fonction, puisque je n'apprends rien. Il avait déjà présidé des conseils des ministres, il avait déjà signé une note de service pour essayer de rétablir la vérité en ce qui concerne les enfants nés. Il avait déjà pris part à deux conseils des ministres, je crois, et on dit qu'il va présenter son programme d'action le 22. Mais je suis désolé de dire au Premier ministre qui n'entrait pas en fonction le 22. Le 22, il était déjà entré en fonction. Je tiens compte de ces détails parce que c'est justement ça qui fait on finit par ne pas respecter la loi. Et on croit qu'on est conforme à la loi. Dans un pays où on choisit ceux qu'on veut sanctionner sous le prétexte qu'ils ne sont pas conformes à la loi, et on laisse les gens qui ne sont pas conformes à la loi continuer à faire les désélucubrations, à faire des fanfaronnades, etc. Non, c'est véritablement inacceptable.
Donc, il faut relever, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Assemblée, que le 22 juillet, ce n'était pas l'entrée en fonction du Premier ministre. Et c'est une violation de la loi. C'est une violation de la Constitution. Surtout, que l'article 101 de la Constitution précise bien que le Premier ministre doit assurer l'exécution des lois. Donc, il doit être le premier à en être informé. Alors, quand j'ai lu l'introduction faite par le Premier ministre, après avoir annoncé qu'il se basait sur l'article 103, mais j'ai dit qu'il ne se basait pas sur l'article 103, il était déjà hors la loi. Il a essayé de faire référence en disant, quelques jours après, il va se présenter devant la Cour suprême pour faire sa déclaration de patrimoine. Là aussi, nous disons que c'est une tentation, sinon une volonté délibérée de violer la Constitution. Parce que le Premier ministre, je crois, s'il relit la Constitution, l'article 55 est clair. La déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de fonction. Et moi, je dis aux Congolais, vous voyez bien que là, il y a violation. Parce que le jour où il prend ses fonctions, il déclare qu'ultérieurement. Mais ultérieurement, il ne peut pas déclarer son patrimoine. Parce que le patrimoine se déclare le jour de la prise de fonction. Ça se déclare le jour de la prise de fonction. Alors, quand j'ai relu son texte, mais on y reviendra plus tard, j'ai vu, puisque on ne parle plus de bataille, mais en fait, nous autres, on a constaté qu'au-delà des batailles ou quoi, les Congolais souffrent davantage. La situation se dégrade de plus en plus. Les Congolais souffrent. Au-delà du discours des gouvernants qui font apparaître que le Congo, c'est un paradis. Mais c'est un enfer, le paradis, le Congo. Et c'est comme un pays qu'on est en train de détruire. Alors, c'est pour ça qu'en termes de thématiques, j'ai voulu faire ces commentaires et j'ai voulu aborder la question à travers le programme d'action du gouvernement sur la thématique suivante. Les gouvernants congolais face à un dilemme, celui du respect de la loi, celui de la conformité à la loi. Et nous allons voir que lorsqu'on rentre en profondeur de ce débat, mais que les gouvernants congolais, à quelque niveau que ce soit, ne respectent pas les lois et règlements de la République. Et ça amène à se poser la question, pour qui sont faites les lois? Pour qui est faite la Constitution? Si ceux qui devraient être exemplaires ne la respectent pas, ne la violent pas. Et après, j'entends dire, non, il y en a qui disent, le problème de la conformité, il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler, pourquoi? Vous violez la Constitution, vous sanctionnez les gens. Vous n'êtes pas en règle avec les lois et règlements de la République. Vous n'êtes pas sanctionné et vous voulez que les gens se taisent. Non. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des injustices. Comme moi, il y a ce que je considère comme injustice par rapport, par exemple, à la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, etc. Donc, dans ce programme d'action du gouvernement, j'ai cru lire à la 18e mission, puisque maintenant on ne parle plus de bataille, mais on parle de mission. Mais il faut que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso retienne. Il a échoué avec ses 12 batailles. Il essaye de s'asseoir sur le fait qu'il a signé un programme avec le Fonds monétaire, le fait qu'il a fait des revues de façon inédite. Toutes les revues ont été positives, mais les Congolais se sont enfoncés davantage dans la misère et dans la souffrance. Et je crois qu'il faut qu'ils suivent une des vidéos du président de la République lui-même, où il disait qu'il ne connaissait pas un cas où le FMI avait permis à un pays de se développer. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça. Donc, quand je jette un regard sur ce programme d'action gouvernementale, mon attention a été retenue par rapport justement à la préoccupation qui est la nôtre sur ce qui est dit, à savoir la 18e émission, renforcer l'état de droit et la citoyenneté. Et après, il y a la 20e émission, approfondir la démocratie et la décentralisation. Nous allons y revenir parce que le discours des gouvernants est complètement déconnecté de la réalité. Et je crois qu'il ne faut pas qu'ils croient parce que les Congolais sont silencieux. Ils préfèrent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais il faut pas, il faut que les gouvernants sachent que ça crée un malaise terrible au niveau de notre pays et ce n'est pas du tout intéressant qu'on y soit. Donc, à mon avis,
nous allons essayer de nous appesantir sur ce problème et nous y revenons. Assez souvent, nous sommes déjà revenus. Et les Congolais savent que nous avons déjà eu l'occasion d'introduire des recours à la Cour constitutionnelle. Nous avons eu l'occasion de saisir les autorités pour dire qu'elles n'étaient pas en conformité avec la loi, mais il fallait que les dispositions soient prises, mais elles ont toujours gardé le silence. Mais aujourd'hui, le problème de la conformité à la loi doit être... Alors, c'est pour ça que la première question que je me suis posée, j'ai dit, on passe de 12 batailles à 20 missions. Mais pourquoi dans les 20 missions, on a oublié une mission que je considère comme importante? Et la mission que je considère justement comme la mission extrêmement importante, mais c'est celle de la conformité à la loi, celle du respect de la loi. Alors, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut faire, essayer d'examiner un peu les aspects généraux. J'ai essayé de relire la Nouvelle Espérance. Mais quand j'ai lu la Nouvelle Espérance, mais j'ai vu comment le Parti congolais du travail a été très, très critique à l'endroit du pouvoir du président Lissouba, s'agissant des violations des lois et règlements de la République et de la Constitution. Et ça m'a amené à me poser les questions. Pourquoi ceux qui critiquent ne deviennent pas exemplaires dans ce cas, par exemple? Et je me rappelle, pour ceux qui ont oublié, qu'à l'époque, nous étions à l'opposition avec le président Sassou et nous avons tenu le meeting de l'URDP, c'était à l'époque, le PSD c'était à l'URD, et nous nous rappelons toujours, nous reviendrons toujours de ce meeting qui a été fait en novembre 1992, au cours duquel le président Sassou avait déclaré jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Mais pourquoi tout ça a été oublié? Pourquoi ce paradoxe entre ce que l'on dit et ce que l'on fait? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et assez souvent, on est donc on est fort dans la critique. Et lorsqu'on arrive au pouvoir, on a oublié tout ce que l'on a dit. Pourquoi la Constitution est violée de façon permanente et dans l'impunité totale? Voilà un débat. Et c'est pour ça que je suis surpris que ça n'a pas fait l'objet d'une mission qui devait permettre l'approfondissement de la question. Pas que les premiers ministres aient dit qu'on a créé le ministère d'État avec un ministre à la présidence chargée des affaires politiques. Oui, on a créé. Mais le premier ministre veut nous dire quoi? Mais le premier ministre ne sait pas que dans la Constitution du 25 octobre 2015, les articles 227 et 228 instituent un Conseil national de dialogue, organe de concertation, un organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Mais pourquoi ce conseil, depuis 15 ans, n'a pas été mis formellement en place? Alors, il ne faut pas nous divertir, il ne faut pas croire que ça sera réglé, mais ce que les gens attendent depuis longtemps, c'est la tenue des réunions de ce Conseil national de dialogue qui doit se tenir pour examiner les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et nous en avons suffisamment. Nous en avons suffisamment. La liste peut être faite et puis on peut avancer. Donc, du point de vue de l'analyse de ça, il faut que nous réfléchissions. Nous avons soi-disant changé de constitution pour faire évoluer les institutions. Mais le Conseil national du dialogue est une institution. Pourquoi on ne le met pas formellement en place? Et je tiens à rappeler toujours que le changement de constitution a été fait en violation flagrante de nos lois et règlements de la République, en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine, et puis en violation flagrante de la charte africaine et des élections, de la démocratie et de la gouvernance. Donc, il faut qu'on ait toujours cela en place. Maintenant, quand on essaie d'avancer, de faire une projection, de jeter un coup d'œil sur tous les projets de société qui ont été mis en place. On constate quoi? Mais on constate qu'on ne fait que répéter qu'il faut faire respecter les lois et règlements de la République par tous, sans complaisance. Mais pourquoi ce qui s'écrit n'arrive pas à être appliqué?
Et pourquoi les gouvernants n'arrivent pas à respecter les lois et règlements de la République? Il y a un problème. Il y a un problème. On peut lire ce que le Premier ministre Coline Makosso a préparé comme programme d'action du gouvernement. Si je reviens à la 18e émission, je lis ce qu'il a fait, ce qu'il a déclaré. Le renforcement de l'état de droit repose sur le respect de la loi par tous et la protection de tous par la loi. Et on continue. Le gouvernement veillera à l'application effective des lois. Monsieur Collinet Makosso, pourquoi depuis que vous êtes Premier ministre en 2021, vous n'arrivez pas à tout mettre en œuvre pour que les lois et les règlements de la République soient appliqués? Et pourquoi vous voulez faire croire aux Congolais que vous êtes en conformité avec la loi, alors que vous ne faites rien pour appliquer les lois et règlements de la République? Je vous rappelle à vous que j'avais introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis au PCT de reconduire le président de la République comme le président du Parti congolais du travail. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente en juillet 2020. Elle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice. Vous pouvez expliquer aux Congolais pourquoi depuis 2020, rien n'a été fait pour que les choses rentrent dans l'ordre. En fait, nous y reviendrons, nous y reviendrons parce que ça fait partie justement de ce que nous voulons voir et avancer et nous faisons apparaître que il faut, à notre avis, que les choses changent, que les choses changent et que nous regardons avec une attention particulière le problème du respect de la loi, le problème de la conformité à la loi. Et je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, après ce que j'ai dit, au-delà des déclarations des gouvernants, quelle est la réalité sur le terrain? Quelle est la réalité sur le terrain? Alors là, je ne veux pas faire de langue de bois. La réalité sur le terrain, on commence par le Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et comme on ne veut pas bouger sur ces questions, nous essayons à chaque fois de donner les arguments pour expliquer pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le premier argument que nous avons toujours développé, c'est que depuis 2002, tout membre du Parti congolais du travail, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a jamais daigné déclarer son patrimoine. Et nous savons pourtant que c'est un élément extrêmement important dans la lutte contre la fraude, contre la concussion, contre le détournement des deniers publics et autres. Le fait de ne pas aller au respect des lois et règlements de la République veut tout simplement dire que le parti au pouvoir a choisi la voie de l'enrichissement illicite, de l'appauvrissement de la nation, de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et les dossiers sont là où nous en avons la preuve. Nous en avons la preuve. Non seulement ce n'est pas déclaré, mais la loi irrelative prévoit des sanctions. Aucune sanction n'est prise. Et comme on pense qu'on a créé dans le pays un climat de peur et de terreur et que les Congolais ne peuvent pas s'exprimer, ben on pense qu'on peut continuer. Mais il faut que le Parti congolais du travail, qui a pour président le président de la République, sache qu'ils ne sont pas exemplaires et qu'ils sont dans la violation, dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Ça veut dire qu'ils privilégient le principe du droit de la force sur la force du droit. Mais je leur signale et je leur indique que ce choix est dangereux pour la paix et la quiétude dans le pays. Donc on ne peut pas à la fois parler de paix, de quiétude et ne pas respecter les lois et règlements de la République. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux.
Le deuxième élément que nous avons toujours évoqué sur cette question, c'est de dire que lorsqu'ils ont fait leur congrès, que ce soit le congrès de décembre 2019 ou le congrès de décembre 2025, tous les congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du parti, en fait, président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Mais je pose la question, amis du PCT, que voulez-vous? Vous violez la loi, vous faites croire aux Congolais que vous êtes conforme à la loi, vous faites comprendre à vos militants que vous êtes conforme à la loi, et vous continuez. Il y a des sanctions qui sont prévues, nous allons y venir, il y a des sanctions qui sont prévues, et vous devriez les regarder avant d'observer l'attitude que vous avez choisi de faire. Et je dis qu'après avoir violé l'article 55, après avoir violé l'alinéa 2 de l'article 80, mais vous avez violé l'article 26 de la loi 2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, qui dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la loi. Vous ne vous conformez pas à la loi, pourquoi? Vous voulez que le Congo soit une république bananière, que ce soit une jungle. La loi, c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Mais vous êtes les censeurs. Et vous n'êtes pas conforme à la loi. Et vous sanctionnez des gens qui sont conformes à la loi. C'est véritablement terrible. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on puisse vivre ce genre de choses. Et c'est regrettable. Maintenant, toujours quand on parle de la loi, une loi qui a été adoptée par les, les parlementaires, sénateurs et députés, majoritairement du PCT, la loi sur les partis. Mais il y a un article 31 de cette loi qui dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements en vigueur, le parti politique ou le groupement concerné ou de troubles à l'ordre public est suspendu par voie d'arrêté par les ministres chargés de l'administration du territoire. Je me tourne vers le ministre de l'administration du territoire. Peut-être que nouvellement nommé, il est en train d'exploiter, de voir tous ces dossiers. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous êtes allergique aux antivaleurs, que vous êtes pour le respect de la loi, le respect de l'autorité. Jusqu'à quand le ministère de l'Intérieur va rester dans cette position où il ne sanctionne pas les, les partis congolais du travail? Et pour quelles raisons? Et c'est parce que c'est le président de la République qui en est le président. Mais le président de la République n'a pas le droit d'être président du Parti congolais du travail. C'est la Constitution que nous avons, dit-on, fait voter pour faire évoluer les institutions. Est-ce qu'on a voté cette Constitution pour permettre euh, aux responsables des institutions, pour permettre à certains partis politiques de violer allègrement les lois et règlements de la République? Je pense que non. Je pense que non. Et ce qu'on constate, c'est pas curieusement, les ministres de l'Intérieur sont à chaque fois des textes pour reconnaître des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Et moi, je donne l'information au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Aucun parti de la majorité présidentielle n'est conforme à la loi. L'UPADES n'est pas conforme à la loi, contrairement à ce que le Premier ministre dit. L'UDH-Yuki n'est pas conforme à la loi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des dispositions de la Constitution qui prévoient des sanctions à l'endroit de ces partis. Non, au lieu de les sanctionner, on les reconnaît. Et on organise des petites concertations, etc. On s'en vante.
mais elles n'ont rien fait aboutir en termes d'amélioration de la gouvernance électorale. Au contraire, elles n'ont fait que nous enfoncer, puisque ceux qui font partie même du système ont fait à l'occasion de la dernière élection des déclarations pour dire que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente et crédible n'étaient pas apposées. Donc, vous voyez où est-ce qu'on en est. Vous voyez? Et vous mettez l'administration en difficulté. Pourquoi? Mais parce que maintenant, nous nous sommes rendus compte que cette administration congolaise, elle n'est pas neutre, elle est partisane, elle est partiale, elle est au service du pouvoir du Parti congolais. Mais c'est pas étonnant. Les préfets, les sous-préfets sont les membres de ce parti. Et ce sont eux qui, à chaque fois au Congrès, décident unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Ils ne peuvent que continuer leur action. C'est pour ça que le respect de la loi est quelque chose de fondamental et d'important dans une démocratie. Sinon, c'est dommage. Alors, quand je suis peiné, lorsque le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation signe des textes à l'instar de l'arrêté 1727/MIT/CAP du 30 juin 2025 pour dire qu'il reconnaît quelques partis comme étant des partis conformes à la loi. Et il les reconnaît, ça veut dire qu'on suppose qu'ils sont conformes à la loi. Donc, on a fait des enquêtes, etc. On a dit, bon, ben, c'est là un mode de gouvernance qui consiste à dire, nous sommes forts, mais nous ne sommes pas dans la même démarche. Nous ne sommes pas dans la même démarche. Nous, on est dans une démarche véritablement démocratique, où nous pensons qu'il faut un système établi et bien basé au niveau de l'organisation électorale pour que nous nous battons pour accéder au pouvoir par le choix fait par les Congolais à travers une élection libre, démocratique, transparente et apaisée. Voilà la vision qu'on a. Maintenant, ce qu'on ne dit pas, et que je vais dire notamment s'agissant du PCT, si on sort de la Constitution, on sort de la loi sur les partis politiques, mais on peut se référer à la loi électorale. Et là, dans la loi électorale, il y a un article 28 qui dit que ne devrait prendre part aux campagnes, aux réunions politiques, aux campagnes électorales et aux réunions politiques, que les partis légalement constitués. Et lorsqu'on va sur la voie du droit, mais on constate que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, donc il n'est pas légalement constitué. Donc il ne devrait pas prendre part aux réunions, aux campagnes électorales, tout ça. Et vous voyez déjà l'insignation que je vais apporter. Je vais y revenir tout à l'heure. L'élection de 2026 s'est faite dans le respect total des lois et règlements de la République. Parce que beaucoup de partis qui ont pris part ne devraient pas y prendre part. Et c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait avoir ces dialogues à travers les réunions du Conseil national pour permettre à l'intelligentsia congolaise d'avancer et de faire que nous avançons et que nous allions. C'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Alors, quand j'ai parlé du Parti congolais du travail, j'ai longuement insisté pour que les gens s'en rendent compte. Mais vous savez que j'en parle assez souvent. Et j'insiste, parce que ce problème, les gouvernants ne veulent pas en entendre parler. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Et nous le leur dirons chaque fois que nous en aurons l'occasion. Le deuxième volet où on peut passer pour que nous soyons clairs sur cette question, c'est la situation du président de la République. Et nous n'avons de cesse de dire que le président de la République de notre pays est dans une situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est un constat sur la base des documents, des textes, des lois que nous avons adoptés, principalement la Constitution. Et sur ça, mais on peut faire l'étalage de toutes les violations dont le président de la République peut être responsable. Mais je vais en donner quelques-unes parce que je vous ai dit que je me positionne sur
le droit et non pas sur la langue de bois. Mais le premier élément que nous constatons, c'est la violation par le président de la République depuis 2002 d'un article simple, l'article 55 de notre Constitution, qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Je dis bien lors de sa prise de fonction. Et quand je dis que le président de la République a violé cet article depuis 2002, il a violé en 2002, il a violé en 2009, il a violé en 2016, il a violé en 2021 et il vient de le violer en 2026. Puisque vous avez vu cette manifestation qui a donné lieu à des fortes communications, que le stade était rempli, etc., le stade de Kinkele, pour la prestation de serment. Mais je crois que les Congolais qui y étaient, ou ils n'ont pas connaissance, ou ils n'ont pas lu la Constitution, parce que la Constitution dit que la déclaration de patrimoine se fait lors de la prise de fonction. On fait comment? On fait comment? Puisque je vous dis que même la dernière prestation de serment du 16 avril 2026 n'a pas donné lieu à une déclaration de patrimoine du président de la République. Donc le président de la République a violé, conformément à cet article, a violé la Constitution. Le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Quel est le message qu'on devrait passer? Et le Parti congolais du travail n'explique pas à ses militants et aux Congolais que lui-même, le parti, n'est pas en conformité avec la loi, mais que leur président, qui est président de la République, n'est pas en conformité avec la loi. Les dire au Congo semble mettre sa vie en danger. Non. Nous avons adopté des lois pour les respecter. Et il faut que nous sachions que ce changement de la Constitution a coûté des vies humaines. Et nous en avons souffert. Je crois que certains Congolais se rappellent de ce qui s'est passé ici à Brazzaville, mais ils se rappellent également de ce qui s'est passé à Pointe-Noire, tant au niveau du meeting à la place de Lumumba qu'au niveau de Mengo, lorsque nous avons tenté de nous rendre à Dolisie, tout ça pour poursuivre, etc. Donc, le PCT peut violer les constitutions, ils peuvent violer les lois et règlements de la République, tout leur est permis. Mais monsieur le préfet de Brazzaville, appliquez la loi, puisque vous l'appliquez soi-disant pour les partis comme les nôtres. Mais appliquez la loi là. L'article 31 de la loi sur les partis, il est clair. Il est clair et limpide. Et j'interpelle le Premier ministre, qui à travers l'article 101 de la Constitution est chargé d'assurer l'exécution des lois. Voilà. Toujours par rapport au président de la République. Un autre aspect. Le président de la République est président du comité central du Parti congolais du travail. C'est-à-dire qu'il est président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Alors, j'ai suivi pendant
la campagne électorale, une sœur qui était, semble-t-il, chargée, qui a essayé de faire un développement, mais qui ne correspondait en rien à la situation réelle. La situation réelle, et il ne faut pas tromper les Congolais, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et moi, je suis le débat un peu qui se déroule actuellement au Sénégal par rapport à la réforme constitutionnelle qu'ils sont en train d'introduire. Mais l'un des aspects qui a été introduit et sur lequel ils sont en train de débattre, c'est qu'ils veulent introduire la notion que le président de la République ne doit pas être président d'un parti politique. Donc, nous qui avons choisi de défendre ce point de vue, mais je crois que nous ne sommes pas les seuls, etc. Alors, quand je prends, je ne veux pas faire l'étalage, parce que ça doit être exhaustif, ça peut être exhaustif. Mais quand je prends rien que ces deux exemples, la conclusion que je tire, c'est quoi? C'est qu'il y a violation de l'article 50 de la Constitution, qui dit clairement que tout citoyen est tenu de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. C'est pas Mirassa c'est vous qui vous étiez réjoui d'avoir changé de constitution. Mais ça, c'est la constitution. Pourquoi ne la respecte-t-on pas? Pourquoi ne la respecte-t-on pas? Et je continue. Je ne vais pas parcourir tous les articles. Je vais m'en tenir qu'à cela. Mais quand je poursuis, je constate quoi? Mais il y a violation, sinon trahison du serment qu'on a prêté devant la nation et le peuple, à travers l'article 77 de la Constitution. Trahison du fait que on a prêté le serment de respecter la Constitution et de la faire respecter, d'une part, de garantir la paix et la justice à tous. Je m'en tiens quand même à dire un mot sur la garantie de la paix et la justice à tous. Mais lorsque vous avez dans un pays des gens à qui on a décerné des mandats d'arrêt internationaux, des gens à qui on a signé des réquisitions pour interdiction de sortie du territoire national et qui finalement se promènent à travers le pays. Quel est le message qu'on veut faire passer? Qu'il y a des Congolais que les services peuvent soupçonner d'avoir détourné de l'argent et qui ne rendent pas compte. Pour quelle raison? C'est qu'ils le savent. Est-ce que c'est comme ça que nous préparons la paix pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Il faut que nous ayons conscience que nous serons rattrapés par tout cela. Et qu'un jour, la justice nous rattrapera. Aujourd'hui, nous pouvons tergiverser, mais un jour, la justice nous rattrapera. Et en ce moment-là. Alors, quand j'arrive à ça, j'ai dit, bon, ben, vous voyez, et rien qu'avec ces quelques exemples que j'ai pris, mais j'arrive à la conclusion que le président de la République a violé l'article 50 de la Constitution. Il a violé l'article 55 de la Constitution. Il a violé l'article 77 de la Constitution. Vous voyez, ça fait déjà un bon paquet. Que voulons-nous exactement? Et après, nous prenons la parole pour dire, et j'entends le Premier ministre dire souvent, force doit être donnée à la loi. Quand j'ai lu le communiqué final de la concertation de Wando, j'en ai ri. Parce que j'ai découvert là-dedans que le Premier ministre qui n'était pas conforme à la loi a invité les gens qui n'étaient pas conformes à la loi à se mettre en conformité avec la loi. Mais lui, il n'est pas conforme à la loi. Non. Où est-ce qu'on en est? Conformité à la loi. Et souvent, je suis interpellé. Mais pourquoi tu parles toujours de la... Mais vous pensez accélérer, aller à l'accélération de votre marche vers le développement. Si vous n'êtes pas respectueux des lois et règlements de la République, quel est le pays que vous voulez avoir? Une république bananière? Un État voyou? Que voulons-nous avoir?
Et vous pensez que nous allons aller vers des partenaires, parler, partenariat public et privé, coopération avec le Fonds monétaire, tout en sachant que nous ne respectons pas nos lois et règlements de la République. Nous serons pris au sérieux. Si nous ne respectons pas notre constitution, quel autre texte nous pouvons respecter? Maintenant, une fois que j'ai fini au niveau du président de la République, j'ai choisi, puisque je voulais me faire comprendre par rapport à... J'ai voulu parler du Premier ministre. Le Premier ministre, assez souvent dans ses discours, il fait apparaître que la loi, c'est la loi, elle est dure, etc. Tout ça. Mais le Premier ministre n'est pas en conformité avec la loi. Je rappelle d'ailleurs à Monsieur le Premier ministre, il est rentré au gouvernement en 2011. De 2011 à 2021, il a occupé plusieurs portefeuilles. Il n'a jamais fait la moindre déclaration de patrimoine. Il n'a jamais fait la moindre déclaration de patrimoine. Ça veut dire qu'il a violé. À l'époque, c'était l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, qui non seulement rappelait qu'il fallait que tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique déclare son patrimoine, mais rappelait que la non-observation de cette disposition entraînait la déchéance des fonctions dans des conditions prévues par la loi. Évidemment, tout le monde devait être déchu, mais c'est qu'on n'a jamais pris le texte d'application de cette disposition. Mais je rappelle au Premier ministre que de 2011 à 2021, avant qu'il ne soit nommé Premier ministre, il n'a fait aucune déclaration de patrimoine. Évidemment, il dira qu'il n'y avait pas de texte d'application, mais qui devait mettre en place le texte d'application? Mais c'est le gouvernement. Lui, il a su la continuité de l'État, donc il doit assumer ça. En 2021, il est nommé Premier ministre. Il est nommé au mois de mai. Je crois qu'il fait sa déclaration de patrimoine. Si mes souvenirs sont exacts, il fait la déclaration de patrimoine au mois de novembre. Je crois, non. Elle a été publiée au journal officiel en mois de novembre. Sinon, son récépissé, c'est le 001 bar CS bar CPP du 25 octobre 2020. Donc, il a été nommé Premier ministre le 12 mai. Et il a fait la déclaration de patrimoine le 25 octobre, au mois d'octobre, mais ce n'est pas conforme à la loi. Ce n'est pas conforme à la loi. Et je rappelle au Premier ministre, puisque on a suffisamment suivi tout ça, il est nommé le 12 mai, il a fait la passation de service le 18 mai. C'est le 18 mai qu'il devait faire sa déclaration de patrimoine, lors de la prise de fonction. Je ne suis pas un juriste, mais l'interprétation que je fais du peu que je connais, c'est que cette déclaration n'est pas conforme à la loi. Maintenant, s'agissant du Premier ministre, je vais continuer. Le Premier ministre a démissionné. D'abord, quand il est Premier ministre en 2021, son gouvernement a été remanié 2 fois. En dehors de cette déclaration, il n'a plus jamais fait de déclaration. Mais l'interprétation que je me fais de l'article 55, c'est que chaque fois qu'il y a un changement, vous êtes nommé Premier ministre le 12 mai, il y a remaniement, vous êtes reconduit, vous faites une nouvelle déclaration. Ça permet justement un certain contrôle. Ça permet de suivre les hauts fonctionnaires de l'État. Ça permet de suivre les personnes qui ont été élues ou nommées pour que, au niveau de la corruption, de la fraude, etc., que nous soyons vigilants et qu'on ne laisse pas les choses essayer d'aller à la dérive. Voilà la situation. Donc, quand il a été nommé premier, il y a eu 2 remaniements. Plus jamais on considère certainement que cette déclaration éternelle, c'est la seule, etc. Maintenant, nous venons. Le 17 avril 2025, il démissionne. Ça signifie quoi? Cessation de fonction. Et quand on lit l'article 55, il aurait dû déclarer son patrimoine, pas de déclaration de patrimoine. Il est reconduit le 23 avril. Pas de déclaration de patrimoine. Ses ministres sont nommés, son équipe gouvernementale est nommée le 24. Ces ministres font les passations de services entre le 27 et le 29 avril. Aucune déclaration de patrimoine.
Aucune déclaration de patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre n'a pas fait de déclaration de patrimoine. Ces ministres, que ce soit ceux qui sont sortis du gouvernement ou ceux qui sont entrés, personne n'a fait la déclaration du patrimoine. Et tous les partis que vous connaissez dans la grande majorité de la majorité présidentielle, tous leurs membres qui ont été élus ou nommés à une autre fonction n'ont jamais déclaré de patrimoine. Regardez la situation dans laquelle on se retrouve. Alors finalement, on dit quoi? Mais on constate que le Premier ministre est hors la loi. On constate que les partis du gouvernement du Premier ministre Anatole Koné-Makosso, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parti congolais du travail que nous avons déjà évoqué plus haut, le Rassemblement citoyen, le RDPS, le MAR, l'UPADES, l'APC, le Club 2000 depuis, mais ils ne sont pas en conformité avec la loi. Mais c'est le Premier ministre qui est chargé de l'exécution des lois. Ça veut dire que c'est le Premier ministre qui doit se battre. C'est le Premier ministre qui doit se battre pour appliquer l'article 31 de la loi sur les partis, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur, le ministre chargé de l'administration du territoire doit suspendre par voie d'arrêter ses partis. Regardez là où nous en sommes. Question, le Premier ministre appliquera-t-il la loi, oui ou non? Et c'est ça, quand on parle du dilemme devant lequel les gouvernants sont placés actuellement. Le président de la République doit respecter la Constitution et la faire respecter. Le président de la République prendra toutes les dispositions pour que ces partis soient suspendus par voie d'arrêté, oui ou non. Sinon, ben c'est le PSDC de Clément Mirassa. On prend un texte, il ne reconnaît pas, etc. Tout simplement parce que on ne veut pas que Clément Mirassa s'exprime. Et dans tous les cas, mais je sais que je suis en conformité avec la loi et j'ai compris que la décision qui a été prise, c'est comme une chasse aux sorcières pour essayer. Mais vous ne m'empêcherez pas de m'exprimer. Je dis aux gouverneurs actuels, le président de la mais même si vous m'interdisez de parler en tant que président du PD, je parlerai en tant que citoyen. C'est pas parce qu'on est en train de prendre des lois discriminatoires pour dire que pour être conseiller local, faut être dans un parti ou dans un groupement politique. Tout ça, ça ne nous amène rien. C'est pas ça qui pose les problèmes au Congo. Les problèmes du Congo, nous savons tous où est-ce qu'ils se posent. Et moi, je suis de ceux qui savent ce qu'il faut faire pour en sortir. Alors donc, monsieur le Premier ministre, il faut que vous sachiez que dans la situation actuelle, vous, le Premier ministre, vous avez violé l'article 50 de la Constitution, qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Vous avez violé l'article 55, qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction. Et vous avez pris votre fonction avant le 27 avril 2026, parce que les passations de services de vos ministres ont commencé le 27, ça suppose que vous étiez prêt. Donc, même lorsque vous présentez à l'Assemblée votre programme d'action du gouvernement, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Parce que ce n'est pas le 22 juin que vous devriez le faire. Vous auriez dû le faire avant le 27 avril. Vous avez violé l'article 103, je viens de le redire. Vous avez violé l'article 101, qui dit clairement que le Premier ministre doit assurer l'exécution des lois. Et on peut faire comme ça l'éventail, etc. Alors assez souvent, on donne des explications, on critique l'opposition, ceux qui parlent, ils n'ont pas eu de siège. Mais vous avez des sièges parce que vous êtes dans la fraude et dans la tricherie. Je ne voudrais pas faire un certain type de commentaire, mais Clément Mirassa n'aura jamais de milice privée. Il se battra et il fait confiance à l'État, y compris pour sa protection. Il n'aura jamais de milice privée.
il ne cherchera pas à verser le sang pour conquérir le pouvoir. Il mène son combat pour que cela puisse se faire de la façon la plus démocratique possible. Donc voilà, à mon avis, un certain nombre de choses que nous devons intégrer. Alors, après ça, j'ai voulu faire quand même quelques commentaires après le Premier ministre pour que les Congolais comprennent. Que dire du président de l'Assemblée? Que dire du président du Sénat? Je les prends ensemble. Pourquoi? Mais parce que les deux, que ce soit en 2019, que ce soit en 2025, ils ont fait partie des congressistes qui ont décidé unanimement de reconduire le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de la lignée 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et sur ce point, ils savent, au niveau de responsabilité où ils sont, que Clément Mirassa a introduit un recours en juin 2020, que la Cour constitutionnelle a pris une décision le 31 juillet 2020 pour dire qu'elle était incompétente, mais a tenu à en faire notification au président de la République et aux autres, notamment le président. Donc, ils savent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Ils savent que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Que font-ils? J'ai entendu le président du Sénat dire que la loi est votée pour être exécutée et que le Parlement doit assurer le contrôle et l'exécution de ces lois par le gouvernement. Où en sommes-nous? Je viens de vous citer tout un tas de lois qui ne sont pas respectées là. Où en sommes-nous? Maintenant, nous pouvons continuer. Si je prends le cas de la Cour constitutionnelle, oui. La Cour constitutionnelle a prêté serment, je crois si je ne me trompe. Elle a prêté serment le 10 juillet 2023. Elle a été installée par le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Florent Tiba, le 10 juillet 2023. Mais aucun de ses membres n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Je peux passer au Conseil supérieur de la liberté de communication. Et aussi, ils ont prêté serment le 13 août 2025. Mais, donc, vous voyez bien que lorsqu'on parle de la conformité, on vous pose déjà le problème du fonctionnement des institutions de la République. Et on se demande où est-ce que l'on va. Et c'est pour ça que pour clore le débat sur cette affaire de conformité, j'ai souhaité essayer d'intervenir là-dessus. Maintenant, après avoir parlé de ça, dans la même lancée, puisque le Premier ministre Anatole Koline-Makosso a accordé une interview à Télé Sud où un certain nombre de questions lui ont été posées. Et moi, j'ai retenu un certain nombre de questions pour lesquelles je tiens à apporter quand même un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses, à mon avis, qui méritent d'être retouchées. Alors, pendant cette interview, il y a une question qui lui a été posée. Dans les questions que j'ai notées, puisque le Premier ministre a parlé de la vitalité de la démocratie congolaise, etc., mais le journaliste lui a demandé sur la base de quels indicateurs on peut se permettre d'affirmer que le Congo est une réelle démocratie. Bon, le Premier ministre, il est rentré dans un développement pour dire que c'est un pays où les élections se déroulent à échéance, etc. Mais il n'a donné aucun indicateur. Alors moi, je souhaitais en donner deux indicateurs. Le premier indicateur que je souhaite donner, c'est l'indice de la démocratie, qui est calculé par un groupe de presse britannique pour essayer de faire l'évaluation de l'état de la démocratie dans plusieurs pays. Donc, c'est à travers plusieurs pays qu'on regarde. Et quand j'ai regardé cet indice, mais il n'est pas bon pour le Congo. Depuis au moins 2022-2023, jusqu'à ce jour, l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10. Et vous me conviendrez qu'en tant qu'enseignant, c'est pas une bonne date, c'est pas une bonne note. C'est pas une bonne note. En 2025, avec cet indice, nous étions classés 128e, au 128e rang
sur 167 pays. Mais nous sommes classés comme pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. C'est-à-dire une dictature. Et c'est là où on prend le contre-pied de ce que le Premier ministre a dit. Mais avant d'aller à cette conclusion, je vais évoquer l'autre indicateur. L'autre indicateur que je prends, mais c'est l'indice de perception de la corruption. L'indice de perception de la corruption. Et je l'ai retenu sur 3 ans. En 2023, il est de 22 sur 100, véritablement médiocre. Et on nous classait au 158e rang sur 180 pays. En 2024 et en 2025, il était de 23 sur 100, véritablement médiocre. Et le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Dans une dictature, avec une corruption endémique à ce niveau, vous pensez qu'on peut parler d'élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées? Non. Non. Et dans tous les cas, nous savons tous que dans la dictature, on prépare les élections selon le principe que on ne perd pas des élections, on organise. De surcroît, dans le cas du Congo, le président de la République est en même temps président du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail, par rapport à la loi, devait être suspendu. Mais c'est le Parti congolais du travail qui devrait être suspendu, qui finit par organiser les élections. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas, lui plutôt, le Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes et apaisées. Mais regardez partout, les préfets, les sous-préfets, tout ça. Mais c'est les membres du PCT. Comment vous allez faire? Et ça vous permet de comprendre que lorsqu'on sort tout content des concertations, on a pris des recommandations, mais après on vient, on constate quoi? Mais que ces recommandations ne sont pas mises en application. Parmi les recommandations qui ne sont pas mises en application, qui ne peuvent pas permettre la tenue d'une élection libre, démocratique, crédible et apaisée, mais vous avez la mise en place d'une commission électorale nationale véritablement indépendante aux standards internationaux, aux standards indiqués par la déclaration de Bamako de novembre 2000, ou par rapport à ce qui est indiqué dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais nous ne sommes pas dans ces standards. Et aujourd'hui, notamment les jeunes doivent savoir, en 1996, lorsque David Charles Gana a été nommé Premier ministre, lorsqu'il a déclaré que son gouvernement allait organiser les élections, mais les amis savent quelles étaient les déclarations des forces démocratiques unies qui disaient haut et fort qu'un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Et nous, quand je dis nous, le PSD c'est représenté par Clément Mirassa, avec le PCT représenté par le président Sassou, avec le MCDD de Bernard Kolela, avec le RDP. Nous avons signé, avec bien d'autres, nous avons signé une lettre ouverte que nous avons adressée au président de la République, Pascal Lissouba. Et dans cette lettre, en prélude aux élections de 97, mais nous avons défini les termes d'une commission électorale véritablement indépendante. Mais pourquoi, depuis qu'ils sont au pouvoir depuis 97, ils ne veulent pas mettre en place une commission nationale électorale véritablement indépendante? Alors, dans leur loi électorale, ils ont fait apparaître un article que la commission indépendante au sens... Non, la commission nationale d'organisation des élections congolaises n'est pas indépendante. Et je rappelle également que c'est ça qui a fait l'objet d'un débat très fort. Moi, je n'y étais pas à Madjingu lorsqu'ils se sont retrouvés et il n'y a pas eu de consensus. Les opposants se sont fait flouer parce qu'ils pensaient soumettre le problème à l'arbitrage du président de la République, mais le Conseil des ministres a tranché, évidemment, en faveur du pouvoir. En faveur du pouvoir. Et il vous souviendra qu'à l'époque, certains qui étaient à Madjingu, justement, ont fait des déclarations pour dire on ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. On s'en souvient.
Parmi les revendications, justement, en termes de conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente et apaisée, mais il y a ce problème de la maîtrise du corps électoral. Il y a ce problème de l'établissement des listes électorales fiables. Il y a ce problème du texte qui doit être pris pour faire plafonner les dépenses des campagnes. Pourquoi ça n'arrive pas? Mais il y a bien d'autres aspects. Il y a bien d'autres aspects. Et on a constaté que les fameuses concertations qui se tiennent sans base juridique, alors qu'on aurait pu profiter de la mise en place du Conseil national du dialogue pour aller, mais ces concertations qui se tiennent sans base juridique, elles n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale dans le pays. Et je le dis parce que le Premier ministre a essayé de présenter ça comme un certain problème. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et il faut dire, moi je dois le dire, depuis 2002, les élections ont été organisées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Mais quand vous prenez l'élection de 2026, le président de la République, en même temps président du Parti congolais du travail, en violation de la loi, le Parti congolais du travail et plusieurs partis qui ont été reconnus ne sont pas en fait en conformité avec la loi, vous voyez bien que ce que nous disons ne correspond en rien à la réalité. Il y a véritablement un paradoxe là-dessus. Maintenant, un autre aspect a été abordé par les journalistes, c'est le climat politique qui semble marqué par une défiance entre la majorité et l'opposition. Et c'est là que j'ai été surpris. Le Premier ministre a dit quelle opposition? Ils sont à l'Assemblée et il a fait un développement. J'ai pris quelques notes pour essayer de faire apparaître ce qu'il a dit. Il a dit ceci. L'opposition est diverse, y compris à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous avez Yuki qui est à l'opposition, l'UPADES qui est à l'opposition. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de se retrouver dans les instances dans lesquelles s'expriment les débats démocratiques et qui aimeraient faire entendre leur voix, qu'ils aillent travailler avec ceux qui sont pas là. Monsieur le Premier ministre, c'est inacceptable ce que vous avez dit, surtout pour un juriste. Inacceptable. Et j'espère que vous avez suivi l'expérience du Rassemblement national en France. Donc, vous nous demandez que pour nous exprimer ou faire passer nos points de vue, il faut que nous passions par l'UPADES, votre partenaire, ou l'UPADES, votre partenaire. Inacceptable. Et nous ne le ferons pas. Nous pourrons nous exprimer en tant que citoyens. Alors, et il dit, pour qu'ils aimeraient faire entendre leur voix, qu'ils travaillent avec ceux qui sont au Parlement. Mais alors, au Parlement, l'UPADES parle, les Congolais souffrent, l'UPADES parle. L'UPADES vote le budget, ça veut dire quoi? Que l'UPADES est partenaire du gouvernement. Yuki vote le budget, c'est l'expression de la politique du pouvoir actuel. Ça veut dire que Yuki est partenaire du gouvernement. Et si vous ne le savez pas, mais les Congolais ont découvert à travers la dernière campagne. Les vidéos d'Honoré Nsayi ont démontré. Mais que l'UPADES a soutenu de bout en bout le Parti congolais du travail, le candidat du Parti congolais du travail. Donc, en fait, il n'apparaissait plus comme à l'opposition. Alors, comment voulez-vous que les partis de l'opposition, comme nous allions les voir pour faire passer nos arguments? Mais tout ce que nous déversons les samedis, tout ça, vous n'écoutez pas. Et j'ai pris pour vous le soin, monsieur le Premier ministre, j'ai pris pour vous le soin de prendre la loi que vous avez adoptée, puisque vous êtes ministre depuis 2011. Donc, lorsque cette loi a été adoptée, vous étiez au courant de ça. C'est la loi numéro 28, 2017, du 7 juillet 2017, déterminant le statut de l'opposition politique. Dans cette loi, il est dit ceci. L'alinéa 2 de l'article 1er. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Et on continue. Écoutez bien, monsieur le Premier ministre. L'opposition politique est parlementaire et extra-parlementaire. L'opposition politique est parlementaire quand elle est représentée à l'Assemblée nationale et ou au Sénat, et extra-parlementaire lorsqu'elle n'y est pas
représenter. L'article 2, l'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Alors, vous n'avez pas lu ce texte, monsieur le Premier ministre, vous ne le connaissez pas. Je vous redonne les indications sur ce texte. C'est la loi numéro 28-2017 du 7 juillet 2017. Du 7 juillet 2017. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé énormément de questions. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je continue toujours dans la même lancée et je vous apprends, monsieur le Premier ministre, vous ne le savez pas, en suivant les lois et règlements de notre pays, Yuki et l'UPADES ne sont pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas une attaque, c'est une question de droit. Et malheureusement, il faut que vous le sachiez aussi, le chef de l'opposition n'est pas en conformité avec la loi. Le chef de l'opposition, nommé par le pouvoir du PCT, n'est pas en conformité avec la loi. Alors quand je lis ça, je me dis, mais les partis que vous citez ne sont rien d'autre que les partis partenaires du Parti congolais du travail. Mais dites-moi, depuis l'élection du président de la République pour l'élection des 12 et 15 mars, mais la fameuse opposition politique congolaise est passée où? Les préoccupations des Congolais qui sont nombreuses, etc., elles sont défendues par qui? Non, monsieur le, monsieur le Premier ministre. Et puis quand vous suivez l'actualité nationale et internationale, vous avez suivi comment le Rassemblement national a évolué en France. Vous savez que pendant très longtemps, ce parti n'a pas eu de députés à l'Assemblée. Mais demandez-vous, renseignez-vous. Aujourd'hui, ils ont combien de députés à l'Assemblée? Aujourd'hui, ils ont combien de députés à l'Assemblée? Non, je crois qu'il y a quelque chose. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait évidemment apporter le correctif. Mais enfin, c'est votre point de vue. Moi, je dis, je suis fondamentalement contre ce que vous avez déclaré. Et ce que vous avez déclaré n'est même pas conforme à la loi que votre gouvernement, votre pouvoir a fait adopter et qui est claire. Et je vous ai lu quelques passages. Donc, nous, on ne se soumet pas à ça. C'est à vous de voir. Maintenant, puisque vous êtes élu, vous êtes content, vous gagnez toutes les élections, mais vous gagnez toutes les élections pour faire souffrir les Congolais. Vos résultats sont connus. Et moi, je vous dis qu'ils sont connus parce que même vos propres membres mènent des démarches pour qu'il y ait le changement et la rupture. Et les preuves, nous vous les avons assez souvent données. Ce n'est pas une question de personnes, etc. C'est une question d'analyse globale qui nous permet de faire avancer les choses. Maintenant, après ça, vous avez évoqué un problème. Les questions des prisonniers politiques. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de questions de prisonniers parce que c'est vous qui choisissez. Mais je vous dis que pour moi, pour nous, Jean-Marie Michel Moukoko est un prisonnier politique. Maître Esso avait déjà donné une réponse là-dessus. André Okombi Salissa est un prisonnier politique. Aujourd'hui, je commence à considérer que Bob Kaben Masuka est un prisonnier politique. Il y en a bien d'autres. Nous considérons également qu'il y a des exilés, puisque vous ignorez qu'il y a des exilés politiques. Mais c'est une réalité. Il y a des exilés politiques. Et nous apporterons notre contribution pour contribuer à la libération des prisonniers politiques et au retour au pays de tous les exilés. Alors, quand vous parlez de ce qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, etc., mais il faut bien informer les Congolais et leur dire que vous avez choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Vous avez choisi de protéger les Congolais. À l'endroit de qui des mandats d'arrêt internationaux ont été décernés?
Vous avez choisi de protéger des dignitaires, des membres du gouvernement du PCT qui sont plongés dans des gros scandales économiques et financiers. Alors, ne venez pas amuser la galerie, monsieur le Premier ministre. Ne venez pas amuser la galerie. Je crois qu'il y a eu des émissions qui ont été faites sur la crève et nous nous sommes surpris justement que vous ne vous saisissez pas de ça. Vous qui êtes assuré, vous qui êtes chargé d'assurer l'exécution des lois, mais pour faire le point. Mais parce que les Congolais se sont rendus compte que ce sont des structures à travers lesquelles les dignitaires du pouvoir se servent pour s'enrichir, donner la démonstration contraire. Ces Congolais qui sont parfois caissiers principaux ou quoi dans des structures comme la CREF, qui ont fait, dit-on, des transferts de 500 millions et qui convoqués pour justifier ça, n'ont pas voulu s'y rendre. Ou des Congolais ordinaires qui ont des maisons d'une valeur de 800 millions, tout ça, pendant que les Congolais, les retraités souffrent. Mais il faut avancer. Et vous pensez que vous allez aller à l'accélération de la marche vers le développement en continuant à vous baser sur les vols, sur les détournements, sur la gabegie financière, sur la protection. Et nous parlerons. Parce qu'en choisissant de parler, nous avons choisi également de faire prendre conscience aux Congolais sur la situation réelle, sur les raisons, sur les véritables auteurs de la condition qu'ils vivent dans ce pays. Alors, vous avez parlé de la vitalité de la démocratie congolaise. J'ai été triste quand j'ai suivi ça. Et j'ai pensé à une déclaration du président Laurent Gbagbo lorsqu'il dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et si je suis ce raisonnement, Monsieur le Premier ministre, je déduis immédiatement que le Premier ministre du Congo n'est pas démocrate, puisqu'il a violé les lois et règlements de la République. Et il n'est pas en capacité de s'assurer ou d'assurer l'exécution des lois qui ont été votées. Maintenant, si je reviens au niveau du Congo, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a déclaré, et je l'ai déjà dit plus haut, cependant vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Mais là, le constat que j'ai fait, il est cinglant. Le président Sassou a déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2023 que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Expliquez-nous pourquoi on est dans l'anticonstitutionnalité. Je vous ai fait la démonstration. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le Premier ministre n'est pas en conformité avec la loi. Le président du Sénat n'est pas en conformité avec la loi. Le président de l'Assemblée n'est pas en conformité avec la loi. L'ensemble des partis de la majorité présidentielle ne sont pas en conformité avec la loi. Mais on doit vous le dire. On doit vous le dire. Et les Congolais doivent le savoir. Les Congolais doivent le savoir parce que c'est un problème extrêmement, extrêmement important. Les gouvernants ne sont pas en conformité avec la loi. On fait comment? On vous a souvent suggéré au moins de vous baser sur les articles 227 et 228 de la Constitution pour faire tenir une réunion du Conseil national. Même là, vous ne voulez même pas que ce conseil soit formellement. Depuis 15 ans, violation des lois et règlements de la République. Mais où allons-nous? Tant que, quand vous parlez de la vitalité de la démocratie au Congo, dites-le avec beaucoup d'humilité. Ne soyez pas arrogants. Ne soyez pas arrogants. Ce que je viens de dire devrait faire comprendre à certains d'entre vous que la voie que vous avez empruntée n'est pas la bonne. Il faut dire la vérité aux Congolais. Tu n'es pas conforme à la loi et tu viens de leur faire comprendre que tu es conforme à la loi. Mais il y aura toujours des voies.
Parce qu'on a peut-être créé un climat de peur, un climat de terreur. Mais dans ce climat de peur et de terreur, il y aura toujours, ne serait-ce qu'une voix pour rappeler la bonne norme et que nous puissions aller de l'avant. Bref, nous aurons l'occasion d'intervenir sur d'autres aspects de votre programme d'action gouvernemental. Mais pour ce qui est de l'heure, nous voulons aller à la conclusion. Pour la conclusion, nous voulons dire que les gouvernants congolais doivent dire la vérité aux Congolais. Vous n'êtes pas en conformité avec la loi. C'est triste, mais c'est une réalité. Lorsque le préfet directeur général de l'administration du territoire nous a appelés, nous qui étions, dit-on, les responsables des partis qui n'étaient pas reconnus, il nous a dit une chose simple. Nous ne vous avons pas suspendu, nous ne vous avons pas sanctionné, nous ne vous avons pas blâmé. Nous vous demandons une chose, conformez-vous à la loi. Mais nous retournons ça aux gouvernants actuels, du président de la République jusqu'aux autres membres de ce pouvoir. Vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Nous n'avons pas le pouvoir de vous sanctionner, de vous blâmer, etc. Mais faites tout pour que vous deveniez conforme à la loi. C'est pas ce que j'entends là. Non, maintenant, au sein du pouvoir, on pense qu'il ne faut plus parler de... Comment? Vous avez violé la loi et vous allez dire qu'on ne parle plus de la conformité à la loi. Mais les partis qui ont violé la loi, c'est vous qui avez voté ces lois. C'est pas Mirassa qui a voté ces lois, mais il faut que vous les mettez en application. Vous faites comment? Et il faut que les Congolais sachent que les gouvernants, dans leur grande majorité, les responsables des institutions, les partis de la majorité présidentielle ne sont pas en conformité avec la loi. Et c'est pour ça que nous aimons à dire que le président de la République est en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il a trahi, sinon il a violé les serments qu'il a prêtés devant la nation et le peuple. La question que nous nous posons, quand on prend ces différents cas, est-ce une faute grave ou une situation de haute trahison? Il faut bien qu'un jour nous apportions la réponse à cette question. Il faut bien qu'un jour nous apportons la réponse à cette question. Mais le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les autres autorités qui ont pu avoir les notifications faites suite au recours que j'ai introduit, et ils savent bien que ce problème existe. Et il faut bien qu'il soit réglé un jour. Il faut bien qu'il soit réglé un jour. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas venir parler de la vitalité de la démocratie lorsque Madibou, qui a une population de plus de 270 000 habitants, a une circonscription, que Potopoto, avec 84 000 habitants, a 3 circonscriptions, que Mfilou, à côté, avec 387 000 habitants, au même niveau que Talangai, qui a euh, Talangai avec 390 000 habitants à 5 circonscriptions, et Mfilou avec 387 000 habitants à 2 circonscriptions. Quelle est la vitalité? Quelle est la vitalité? Quelle est cette vitalité? C'est quelle démocratie ça? On peut dire que la démocratie au Congo a une grande vitalité lorsque, à Pointe-Noire, Lumumba, avec 132 000 habitants, a 3 circonscriptions, et Tchétché, avec plus de 300 000 habitants, à 2 circonscriptions, Ngoyo, avec près de 290 000 habitants, à 1 circonscription, Mvumvu, avec autour de 74-76 000 habitants, 2 circonscriptions. C'est la vitalité de la démocratie. C'est la dictature. C'est l'expression de la dictature. D'autant que lorsqu'on regarde, par exemple, le problème du découpage électoral, on se rend compte que tout ça n'est assis sur aucun critère fiable. Vous pouvez expliquer aujourd'hui aux Congolais que Mvouti, qui a moins de 20 000 habitants, a 2 circonscriptions, et Mouyondia, avec 37 000 habitants, a combien de circonscriptions? Vous pouvez expliquer, dans la partie septentrionale, Colombo, avec 26 000 habitants,
a 2 circonscriptions et que Makwa, avec 40 000 habitants, n'a qu'une circonscription. Vous pouvez expliquer aujourd'hui que Pena, avec moins de 40 000 habitants, a 2 circonscriptions et Betou, avec 126 000 habitants, n'a qu'une circonscription, d'après le découpage que vous avez adopté au mois de décembre. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors donc, quand je suis tout ce qui se passe, et je me tourne vers vous, parce qu'en tant que Premier ministre, vous êtes chargé d'assurer l'exécution des lois. Mais vous-même, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Comment on fait? Est-ce qu'on peut valablement s'occuper d'assurer la bonne exécution des lois si soi-même, on n'est pas en conformité avec la loi? Et c'est là où vous êtes placé devant un dilemme. Monsieur le Premier ministre, je vais terminer cette émission en vous disant que lorsqu'on suit et qu'on examine les lois et règlements de la République du Congo, le Parti congolais du travail, le parti dont vous êtes membre du bureau politique, par rapport aux lois que vous avez introduites et qui ont été votées, adoptées, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et quand vous vous référez à la loi 20-2017 du 12 mai 2017, il est dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements de la République en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ses locaux. C'est pas Mirassa, il n'était pas là quand on a voté cette loi. Monsieur le Premier, qu'est-ce que vous dites aux Congolais pour l'exécution et l'application de cette loi? Et si vous devez l'appliquer, sachez qu'elle touchera le PCT, elle touchera l'UPADES, elle touchera Yuki, elle touchera le Rassemblement citoyen, elle touchera le Club 2002 Pur, elle touchera le RDPS, elle touchera le MAR, elle touchera l'APC. Donc, tous ces partis sont dans cette situation. C'est pour ça qu'en termes de thématique, nous avons voulu parler du dilemme devant lequel vous, autorités du Congo, vous, gouvernants, vous êtes placés. Que faites-vous? Que dites-vous aux Congolais? Nous aurons l'occasion de vous reposer la question en ce qui concerne les découpages électoraux. Êtes-vous prêt à retoucher les choses ou vous voulez par la force, puisque aujourd'hui, on constate à travers tout ce qui se passe et à travers le constat que je viens de faire qu'au Congo, on privilégie beaucoup plus le droit de la force que la force du droit. Et c'est là où nous aurons certainement des problèmes parce que Clément Mirassa et ceux qui lui sont proches, ceux qui mènent le combat avec lui, ont choisi beaucoup plus tôt pour la force du droit. Et ils veulent se battre avec l'argumentation, avec un certain nombre de choses, pour aller, et je vous l'avoue, que mon combat, je l'oriente vers le changement et la rupture de ce pays. Et moi, je suis de ceux qui considèrent, monsieur le Premier ministre, peut-être que j'ai tort, que le PCT est le mal de ce pays, que le PCT a détruit ce pays et qu'il faut que les Congolais se battent pour que nous allions à la véritable reconstruction de ce pays. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je termine cette émission et je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain, le samedi 11 mai. Et j'ose espérer que nous aurons un bon thème que nous vous présenterons et sur lequel nous allons échanger. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.